et tu peux y aller. Super, merci beaucoup. Merci pour cette opportunité sur ce sujet qui est, à mon avis, effectivement capital. Parce qu'en fait, il faut se rendre compte que la prothèse de hanche a une très bonne réputation. Ça a l'air de marcher très bien, on va en reparler. Et en fait, il y a toujours un sujet qui est un petit peu tabou, c'est qu'est-ce qu'on peut faire avec une prothèse de hanche. Et on va se rendre compte qu'en fait, ça va de attention, vous venez de vous faire opérer, il faut absolument rien faire, jusqu'à faites tout ce que vous voulez. Je vous dirai dans quel côté je me situe. Je l'ai abordé sur le côté rééducation, parce que souvent, et de plus en plus, on a tendance à mettre un peu le rééducateur et le kiné de côté. Et ça, c'est bien poussé par nos autorités de tutelle, parce que ça coûte de l'argent, la rééducation, et que, en fait, il faut bien reconnaître qu'il y a quand même un assez mauvais niveau de preuve sur l'intérêt de la rééducation, et donc du sport, sur la récupération d'une prothèse de hanche. Il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, on sait que le sport améliore la qualité de vie et que c'est un besoin pour certains patients de faire du sport. Alors, c'est à mettre ça en parallèle de ce qui est le service médical rendu. Si on regarde tout ce qui est fait pour pallier l'arthrose ou au moins prévenir l'arthrose, le niveau de preuve est très mauvais. Et il en va de même, au final, pour la rééducation. Et ça, c'est certainement une des erreurs que nous avons fait, que les kinés ont fait, c'est de peut-être pas assez communiquer sur l'intérêt de ça. Alors, il faut mettre ça en perspective aussi de l'histoire et l'historique des prothèses. On a ces deux courbes, en vert les prothèses de genoux, en bleu les prothèses de hanche. On voit qu'il y a une explosion de ces chiffres. Alors, bien entendu, ces chiffres sont bien connus, mais encore plus sur le genou que la hanche. Et si vous regardez à droite, également sur les révisions. Donc, à un moment, répondre à la question est-ce que le sport est quelque chose d'important, c'est pas juste savoir si on doit rééduquer, c'est pas une question médicale, c'est une question de société. Parce qu'aujourd'hui, vos patients, ils vont pas vous demander en fait s'ils ont le droit de faire du sport, ils vont vous demander comment ils peuvent faire du sport. Et c'est capital d'avoir une réponse, parce que si vous n'avez pas de réponse, c'est justement là qu'il va y avoir soit des gourous bien ou moins bien intentionnés, ou surtout des fausses affirmations, ou des choses que vous n'aurez pas maîtrisées, qui vont être publiées sur Internet, au féminin.com, où on connaît bien tous ces sites un petit peu qui transitent et qui ne donnent pas forcément des informations que vous avez décidées. Donc, l'évolution qu'on doit faire et comment travailler là-dessus, c'est dans les perspectives que les rééducateurs sont fait carrément couper l'herbe sous le pied avec, en disant il n'y a pas d'intérêt à prescrire de la kiné en post-opératoire. Il n'y a plus d'intérêt à faire de la rééducation dans des centres de rééducation. Et le bénéfice est assez limité dans la littérature à l'autorééducation versus le kiné versus les centres de rééducation. Donc la question, c'est en fait, est-ce que c'est la kiné qui est inutile? Est-ce que c'est la rééducation qui est inutile? Ou c'est simplement que c'est mal utilisé et que c'est peut-être pas utilisé au bon moment. Ceux qui ont travaillé avec moi savent que je prescris de plus en plus de kiné préopératoire et beaucoup moins de kiné post-opératoire. Et que la kiné post-opératoire se fait plus comme coach. C'est la notion sur laquelle je reviendrai tout à l'heure. Parce que le sport est un outil de prévention et de préparation à cette chirurgie. Donc, ensuite, il faut mettre cette notion aussi en perspective d'autre chose, c'est de l'évolution des prothèses de hanche. Il y a 60 ans, quand on a commencé à mettre des prothèses de hanche, on disait à des mamies pas très bien en point et qui avaient des arthroses très évoluées, avec des douleurs très évoluées, on vous met ça en espérant que ça aille pas trop mal et on verra combien de temps ça dure. Et c'est pour ça que depuis, il persiste la notion de la prothèse de hanche, ça dure 10 ans. Or, les chiffres qu'on ramène aujourd'hui, c'est des chiffres de plus de 90% de survie à 20 ans, plus de 95% à 10 ans, et donc on se dit qu'on va pouvoir faire peut-être autre chose avec cette prothèse de hanche. Et donc, dans les années 60-70, donc après l'avènement des prothèses modernes, on traitait la douleur, on a traité petit à petit les articulations, le range of motion, les amplitudes articulaires, je vais y arriver, et petit à petit la fonction. Et c'est depuis les années 2000 où on se dit, tiens, on va utiliser cette technologie pour aller faire vraiment, avoir de l'activité physiologique, des choses du travail et petit à petit du sport. Parce qu'aujourd'hui, les patients ne viennent plus vous voir parce qu'ils ont mal, plus vous voir parce qu'ils ont un peu de raideur, ils viennent vous voir parce qu'ils n'arrivent plus à performer. Et on a alors nous, avec la clinique universitaire de sport, il y a peut-être un biais de recrutement. C'est vrai qu'on voit beaucoup de rugbyman en fin de carrière, d'anciens internationaux de 35 ans qui tirent la patte. Mais c'est ça la réalité. Et à 35 ans,
on ne va pas dire au gars, vous allez attendre 40 ans pour que ce soit le bon temps pour vous mettre une prothèse de hanche. Donc, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'effectivement, on doit avoir des preuves et amener la preuve que quel sport on peut faire, ça va dépendre du patient, du chirurgien, du médecin traitant, du médecin du sport et des kinés prépa physique. Parce que tout ça, c'est une chaîne dans laquelle vous n'êtes plus celui qui va donner la science en amont, en aval, qui va dire ce qu'on peut faire. Vous êtes seulement un intervenant à un instant clé. Certes, sans prothèse, il n'y aurait pas tout ça, mais ce n'est qu'un élément pour permettre justement dans un continuum de sport qu'il faisait avant, une petite altération physiologique qui est liée à l'arthrose et de reprendre derrière du sport. Alors, pour faire ça, il faut donc se baser sur la littérature, comme je disais, et on se rend compte qu'en fait, ce n'est pas une idée nouvelle, c'est-à-dire qu'en fait, depuis quand même maintenant presque plus de 15 ans, on commence à discuter de ça parce qu'on s'est rendu compte que les patients âgés aussi faisaient beaucoup de sport. Alors, cette publication sur des arthroses de genoux, mais c'est aussi valable sur des arthroses de hanches. Et on a des patients de plus en plus âgés qui font de plus en plus de sport et qui sont de plus en plus demandeurs à faire du sport. On a plein d'exemples connus, Landis, notre bien regretté Johnny Hallyday, mais aussi plus récemment Andy Murray, j'en reparlerai un peu plus tard. Alors, le sport et l'arthrose, c'est-à-dire que là, je suis en train de dire qu'est-ce qu'on peut faire avec une prothèse, mais il faut revenir quand même au primum movens, c'est que l'arthrose, elle a quand même favorisé le risque. Le sport a même favorisé le risque d'arthrose. Et ça, c'est indéniable. Toutes les études larges sur le sujet disent que c'est bien pour prévenir dans une certaine dimension, mais à partir d'un certain seuil, et là où c'est très difficile, c'est que tous les sports sont différents, tous les patients sont différents, et de savoir s'il y a un seuil à partir duquel le sport favorise l'arthrose, c'est un petit peu difficile. Ce d'autant qu'il a été montré dans certaines autres études que des sportifs de très haut niveau, avec des activités très agressives à fort impact, comme par exemple les ultra-trails, ça n'était pas forcément un risque d'augmentation de l'arthrose. Donc on est un petit peu perdu, mais on sait que la majorité de nos patients, s'ils n'ont pas d'activité, ils vont pas forcément entretenir les articulations. Il y a certainement un niveau intermédiaire dans lequel c'est bénéfique, surtout si les sports ne sont pas forcément de haute intensité et à fort impact. Et ensuite, il y a des patients qui vont effectivement s'abîmer, qui vont générer des coxarthroses parce que leur articulation est trop soumise à contrainte, des répétitions avec des impacts réguliers ou trop d'entraînement et d'hypersollicitation. Alors, la question que les patients ils vont nous poser, ce n'est pas forcément ce que je viens de dire, quel sport il faut faire, c'est aussi est-ce que je vais pouvoir refaire mon sport. Et avant toute chose, il faut discuter avec le patient. Parce que c'est le patient qui va vous dire ce qu'il fait. Et c'est le patient qui sait ce qu'il fait. Mais peut-être qu'il l'analyse mal. Et peut-être qu'il est mal guidé par son médecin, par son rééducateur, par son kiné. Donc, laissez parler vos patients et questionnez bien sur le niveau d'activité qu'ils ont. Et ensuite, à vous d'amener l'expertise sur qu'est-ce que vous allez lui faire et quel type de prothèse. Alors, dans les facteurs liés au patient, il y a bien évidemment le statut préopératoire. Et là, toutes les études sont d'accord sur le sujet. Les patients qui vont le mieux après, c'est les patients qui vont le mieux avant. Donc, si on a des très bonnes mobilités articulaires, notamment en rotation interne, si on n'a pas trop de raideur articulaire par la capsule antérieure, si on a moins de douleur, si on a une bonne force musculaire et si on a une bonne condition physique générale, là, vous allez me répondre, oui, bon, on n'a qu'à pas se faire opérer. Si, parce qu'on peut avoir tout ça et quand même avoir une gêne fonctionnelle et une limitation d'activité fonctionnelle. Et si ça, c'est lié dans le cadre, d'une arthrose, eh bien, c'est tout à fait éligible à une prothèse de hanche avec une récupération telle qu'on peut aujourd'hui réfléchir à une reprise du sport. Mais tous les patients sont différents. Et donc, il faut vraiment analyser au cas par cas parce qu'entre deux patients, il y a deux morphologies différentes, il y a deux pratiques, même à l'intérieur du même sport. Il y a des patients qui ne vont pas du tout avoir les mêmes exigences. Et donc, ces exigences-là, il va falloir les discuter avec le patient parce que ce n'est pas parce qu'un patient fait beaucoup de sport qu'il va le faire à forte intensité. Et l'inverse est vrai également. Donc, le niveau préopératoire est capital. Et c'est pour ça qu'en fait, il faut vraiment l'évaluer. Si vous avez de difficultés là-dedans, on a notamment à la clinique universitaire du sport des médecins rééducateurs et qui sont médecins du sport qui sont capables, eux, d'évaluer quel est le statut préopératoire du patient.
Et donc, il va pouvoir évaluer quel est le niveau musculaire du patient et éventuellement guider une récupération fonctionnelle préopératoire qui va avoir un objectif anti-inflammatoire, qui va avoir un objectif de mobilisation et qui, par contre, dans des patients qui seraient moins préparés, avoir la capacité de mettre des patients au niveau. Et là, il y a le professeur Abitboul qui travaille à Cahors dans le service de médecine du sport, qui a mis en place une filière spécifique sur les patients obèses de préparation à la prothèse dans le cadre justement de la mise en place d'une activité sportive. Donc, ce n'est pas forcément que le patient qui faisait beaucoup de sport avant. En tout cas, les études montrent bien, et ça c'est une étude maintenant ancienne, qui a 20 ans, on retourne au sport, le retour au sport, pardon, le niveau de retour au sport est intimement lié à ce qu'on faisait en préopératoire. Alors, il faut mettre ça en perspective également du fait que l'obésité est très impactante sur notre médecine, on va dire, occidentale. Pourquoi je parle de ça? Parce qu'on a toujours dans l'idée que le sport, c'est bien, mais il va falloir préparer les patients. Et si vous mettez une prothèse chez un patient qui n'a jamais fait de sport et qui est obèse, eh bien, vous risquez au final d'avoir des complications parce que ce patient, il n'a pas l'environnement musculaire et ce patient, il va donc peut-être se luxer par tous les effets que vous connaissez sur les prothèses de hanche. Et donc, c'est des choses qui se préparent. La prise en charge diététique, elle a été largement étudiée dans la littérature, mais jamais avec de grosses séries. Souvent, les études comparatives, ce sont des études qui sont de faible impact. Nous avons cette étude-là sur un certain nombre de prothèses, pour une fois. C'est des études de bonne qualité qui posent la question justement de l'utilité de la perte préopératoire. Parce qu'on voit que là-dessus, il y a des effets, mais modérés, sur l'infection de façon non significative et sur la réadmission à 90 jours. Donc au final, on se dit, est-ce qu'il y a vraiment un intérêt à aller faire perdre du poids aux patients, alors que tout ce qu'on pensait acquis sur le fait que plus les patients étaient maigres, mieux ça se passait, et bien au final, on voit que sur des choses comme l'infection et la réadmission en 90 jours, ça n'avait pas d'intérêt. Donc, il ne faut pas que le sport devienne un objectif de vie et que la remise en charge du patient, enfin la préparation du patient soit une condition, sinon vous n'opérez pas le patient. Parce que de quoi on se rend compte avec l'expérience, c'est qu'en fait, si vous n'opérez pas un patient pour la raison qu'il est obèse et qu'il a des facteurs de risque, et bien au final, vous ne le remettrez jamais au sport. Et si vous verbalisez ça avec le patient et que vous faites un compromis avec le patient, que vous dites « je vous opère si et seulement si vous faites l'effort de vous remettre en forme derrière », eh bien c'est beaucoup plus efficace sur le moyen terme que d'avoir exigé de façon stricte une perte de poids préopératoire. En revanche, ça n'empêche pas de remettre le patient en forme. C'est-à-dire que vous pouvez lui dire « reprenez une activité, bougez-vous, allez marcher ». Faites une prise en charge diététique, mais pas forcément dans l'optique de perdre du poids, parce que le poids seul est un très mauvais élément, un très mauvais argument. Par contre, la remise en forme et la remise en forme physiologique et musculaire est très importante. Alors, je repars sur les sports et quel type de sport on peut faire. Alors ça, c'est intimement lié également à cette relation au patient. Parce que si jamais le patient, il n'est pas très clair sur ce qu'il fait vraiment, vous n'aurez pas une visibilité sur ce qu'il fera derrière. Parce que si vous interdisez encore une fois à un sportif de faire du sport, il en fera quand même. Ça, c'est une réalité. Et si vous ne connaissez pas du coup l'environnement sportif, le sport qu'il fait, et bien à ce moment-là, c'est l'occasion de se rapprocher de nos équipes de l'ACUS qui vont pouvoir analyser un peu plus finement que vous. Parce qu'il y a des choses, ce n'est pas parce que vous dites au patient oui qu'il va le faire de la manière dont vous pensez qu'il le fait. Alors, on va regarder ce qui a été publié dans la littérature sur les types de sports recommandés. Et on voit qu'il y a une énorme évolution. Ça, c'est des études. Alors, je ne l'ai plus parce que je ne vois rien. Voilà, c'est ça, 99. Alors, on voit qu'au début, les sports recommandés, c'était relativement calme. Danse de salon, c'est une traduction. Danse de salon, croquet, vélo d'appartement, tennis en double, natation. Et on voit que les sports non recommandés, baseball, basketball, escalade, tennis, volleyball, et on ne savait pas encore trop vers quoi on évoluait.
la notion d'expérience apparaît d'ores et déjà, c'est-à-dire que là, on est quand même il y a 20 ans, et la notion d'expérience et d'expertise, et c'est là où c'est important, encore une fois, de parler avec votre patient. Petit à petit, ça c'est une publication pas beaucoup plus récente, mais qui caractérise et qui a introduit la notion fondamentale d'impact. Et ça, c'est quelque chose qui existe encore aujourd'hui et qui a été beaucoup plus que le type de sport, qui a été beaucoup plus impactant, oui, c'est le mot d'ailleurs, qui a été beaucoup plus sensible et comment dire, pertinent sur le type de prise en charge. Parce que si vous faites de la course à pied, et c'est en ça que cette évolution de Clifford, elle a un petit peu évolué. Si vous faites du jogging tranquille ou de l'aquajogging, maintenant, c'est très à la mode, ce n'est pas du tout la même chose que d'aller faire du trail. Et cette notion d'impact élevé est quelque chose qui est aujourd'hui très important. Mais on voit quand même que des sports avec des impacts intermédiaires, aujourd'hui, sont beaucoup moins mis au pilori. Le tennis, la randonnée, c'est vraiment un sport à impact intermédiaire. Le roller, le patinage. Et vous voyez que tout ça, ça a évolué petit à petit. Les recommandations de la SFAG, alors, ce n'est pas sous forme de recommandations, mais plutôt sur un consensus sur les pratiques. Ça date de 2010. Et en fait, on s'est posé la question à la SFAG de demander ce que les gens faisaient, enfin, ce que les chirurgiens autorisaient. Et c'est assez intéressant de voir que, encore en 2010, donc il y a 10 ans maintenant, il y avait encore des sports interdits. Et en fait, il y avait beaucoup de choses qui n'étaient absolument pas consensuelles. Le ski, le tennis n'étaient pas du tout des choses consensuelles, mais étaient à peine autorisées par plus de 2 tiers des chirurgiens. Maintenant, la même étude avait été réalisée, ça c'est aux US, je crois me souvenir, oui, US, et questionnaire à 800 chirurgiens sur qu'est-ce qui était autorisé. Et on voit en fait qu'avec l'évolution des pratiques, ça c'est 2007, il y a quand même des choses qui sont clairement petit à petit autorisées. Hiking, qui est à impact modéré, le bowling, la danse, y compris la danse jazz, l'haltérophilie, et des choses qui étaient autorisées avec expérience. Le ski de descente, hein, le ski, le cross-country, comment on appelle ça, le ski de randonnée, et des choses même comme le roller, etc. Il y avait encore la notion de sport interdit, et ça, on va voir que ça a encore un petit peu évolué. Ce papier de Julien Girard à Lille, il n'est pas anecdotique parce qu'en fait, il montre jusqu'où on peut aller. Pas que ce soit un objectif, mais il faut se dire qu'on ne doit pas forcément se limiter. Julien, il a étudié les sports à très haut impact et surtout à très forte demande physiologique, qui sont les Ironman. Alors, il a fait ses études sur des demi-Ironman. Et il s'est rendu compte d'un truc hyper intéressant, c'est que les patients, en fait, non seulement ils reprenaient, ils pouvaient faire de la compétition après une prothèse de hanche, mais surtout, il n'y avait pas beaucoup de différence en termes de temps, en fait. C'est-à-dire que sur Best Competition Time, au final, ils étaient, vous voyez, il y a 20 minutes de différence entre avant et après. Et même sur cette distance-là, il y a à peine 7 minutes de différence. Par contre, ce qui est intéressant, c'est quel est le type de pratique. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve ailleurs dans la littérature, c'est de dire on augmente les sports à faible impact, swimming, natation et vélo. Par contre, on va diminuer ce qui est à fort impact, c'est-à-dire par exemple la course. Et surtout, je finis par cette ligne qui est, attention, il faut même plus de sport qu'avant. Jusqu'où on peut aller, j'en sais rien. Aujourd'hui, il y a des publications comme ça qui sont un petit peu, je ne vais pas dire anecdotiques, mais qui sont sur des très courtes séries. C'est plus des case reports. Mais on voit qu'on peut même, pourquoi pas, faire du sport de combat. Moi, j'ai dans ma patientèle, plusieurs patients qui sont non pas des combattants, mais des profs qui sont à très haut niveau avec Xème dan en judo, en karaté, et qui sont des gens qui font de la pratique intensive, mais beaucoup moins, c'est ce que je disais tout à l'heure, à risque.
Parce que le risque chez ces patients-là, ce n'est pas forcément l'usure de la prothèse, c'est plutôt la luxation. Et par contre, ils vont faire de la démonstration, faire des gestes et faire du combat, mais pas du combat avec des gestes très agressifs et en tout cas sans risque pour la luxation. Cependant, ça n'empêche pas de reprendre cette activité parce que dans la grande majorité des cas, ils ne savent même pas qu'ils ont été opérés. Ils sont atteints ce stade-là. Le gold de la prothèse de hanche, c'est la prothèse oubliée. Et donc, au final, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut en discuter encore une fois avec le patient. Vous ne pouvez pas avoir des règles prédéterminées d'une manière générale pour un type d'activité et pour tous les patients. Ça s'évalue au cas par cas. Alors, au-delà de ce que nous, on pense que les patients font, ce qui est intéressant, justement, ce que je vous disais à l'instant, c'est qu'est-ce que les patients font en réalité. Et ce chiffre-là, il est simple à retenir, et vous pouvez le dire à tous vos patients, puisque c'est 100%. 100% des patients qui font du sport avant feront du sport après. Par contre, clairement, il y a cette modification qui fait qu'on a évolué, on faisait un sport à fort impact et on diminue le type de sport à fort impact pour aller faire des choses beaucoup plus douces. Alors, quand on interroge les patients, et ça, je n'ai pas retrouvé de papier dessus, mais c'est vraiment du ressenti personnel, les patients, ce n'est pas qu'ils le font parce qu'on leur a dit, enfin, c'est pas qu'ils font plus de sport à haut impact parce qu'on leur a interdit, mais c'est plutôt parce qu'ils n'ont pas forcément le goût. Je pense qu'effectivement, on les conditionne un petit peu, on les refroidit un petit peu, mais d'eux-mêmes, ils vont vers des sports plus doux. Par contre, ça, c'est la deuxième notion qui est importante que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'ils augmentent. Ils font beaucoup plus de sport, y compris plus de 2 heures par semaine, y compris chez des patients qui sont plus âgés. On a même, alors ça c'est une publication plus anecdotique, mais qui est assez étonnante parce qu'on voit même que études prothèse versus population normale, la population prothésée dans cette revue avait plus d'activités sportives que les patients, on va dire, non prothésés. Alors, avec le biais énorme qui est bien évidemment, il n'y a pas de facteur dans cette, il y a des facteurs confondants dans cette étude. Bien entendu, peut-être que les patients avec des prothèses l'ont parce qu'ils ont eu plus d'activités et l'ont peut-être du coup usé plus précocement et peut-être donc c'est pour ça qu'ils ont besoin et cette habitude de faire plus de sport. Alors, il y a des facteurs de risque qui ont été mis en évidence. Le sexe, l'âge à la chirurgie, le BMI, bien entendu. Tout ça, c'est des facteurs influençants qui sont un petit peu évidents, mais qui ont été bien démontrés dans la littérature, dans ce papier dans le corps en 2012. Maintenant, il faut se poser la question de est-ce que nous, au final, au-delà de ce qu'on va recommander aux patients, est-ce que nous, on a un impact? Alors, la réponse est clairement oui. Parce qu'en fait, ce qu'on ne connaît pas bien, ce qu'on ne connaissait pas bien, c'est la période post-opératoire. Et on se met à l'étudier parce qu'aujourd'hui, il y a des chirurgies minimales invasives. Alors, il y a beaucoup d'études, et vous savez, pour la majorité d'entre vous, que je suis attaché à la voie mini-post, qui n'est pas du tout une voie postérieure en tant que telle. C'est-à-dire que le biais de beaucoup d'études, ça a été de comparer les petites voies antérieures à des voies type Moore, postérieures, qui font 2 fois la taille, dans lesquelles on désinsère la totalité des pelvis antérien. Et on se rendait compte que, tiens, les patients allaient un petit peu mieux quand on faisait les voies antérieures. Mais le biais, il est lié justement au type de la chirurgie. Par contre, toutes les études bien menées montrent que ces chirurgies mini-invasives, qu'elles soient antérieures, sur le côté, où vous voulez, elles permettent une plus rapide reprise sportive et elles permettent une meilleure reprise fonctionnelle précoce. Il y a quelques études quand même qui semblent montrer que sur la reprise très précoce, mais les données manquent encore et je pense qu'on aura plus de données, notamment avec les suivis très courts des patients ou un suivi très rapproché de patients. On aura d'autres preuves, mais il semble qu'il y ait une petite supériorité sur les voies antérieures, malgré certains risques de complications spécifiques. Qu'est-ce que nous, on peut avoir ensuite, sur quoi on peut avoir une influence? Eh bien, c'est le type de prothèse. Alors, énorme engouement dans les années 2000. Moi, je l'ai vécu parce que j'étais interne à l'époque. J'ai vécu ça. Voilà, on se dit peut-être il faut resurfacer tout le monde. Monsieur Chiron a été beaucoup utilisé cette technologie. Et c'est vrai que beaucoup d'études montrent qu'il y a une plus rapide reprise sportive avec effectivement certains sports qui sont repris à plus haut niveau. Encore une fois,
Il y a de tout dans les études, il faut se méfier de ce qu'on lit. Il y a des études avec beaucoup de biais parce qu'on mettait des resurfaçages à des gens qu'on avait sélectionnés comme relevant de resurfaçage. Et c'est vrai qu'il y a des études les grandes études et les études, comment dire, à large échantillon, ne montrent pas forcément une supériorité très nette. En revanche, ce qui a été bien montré depuis, c'est que sur les registres, la survie de ces implants, elle est un petit peu moins bonne que les implants standards, on va dire, les prothèses, les PTH. Alors, qu'est-ce qu'il faut en penser? Mais c'est un petit peu difficile parce qu'en fait, on a eu l'herbe un petit peu coupée sous le pied parce qu'on a avancé sur les mini-voies et on a limité au final drastiquement sur le plan légal les resurfaçages. Il y a énormément de pays dans lesquels ça a été simplement interdit. En France, c'est autorisé que à certains chirurgiens qui en faisaient beaucoup. Et nous, notre service, on a pris cette décision avec M. Chiron et moi, j'ai suivi parce que j'estime qu'aujourd'hui, l'amélioration n'est pas suffisante pour justifier de prendre un risque. Andy Murray, il a été réopéré de cette prothèse. C'est pas non plus, on ne lui a pas changé, on ne l'a pas totalisé, mais il a été réopéré de cette prothèse. Donc, ce n'est pas parce qu'on a un resurfaçage qu'il ne va rien arriver. Et on lui a par contre dit qu'un jour, il devrait bénéficier d'un changement. Il faut se remettre dans le contexte de ce que j'ai dit au début, c'est qu'une prothèse totale de hanche, c'est des taux de survie de plus de 90% en 20 ans. Il va falloir se mettre en compétition avec ça, c'est relativement difficile. Donc, ma conclusion là-dessus, sur cette question, c'est que je n'ai pas d'avis tranché. Je sais que si vous ne mettez pas de resurfaçage, ce n'est certainement pas le moment de vous y mettre, parce que c'est une technique très exigeante et avec des restrictions d'indication qui vont exclure les femmes, exclure les patients de petite taille. Donc, c'est à discuter, mais encore une fois, on pourra en discuter à la suite de ça. Moi, j'ai une attitude qui est effectivement résolument tournée vers la prothèse totale de hanche, avec des mini-tiges, avec aussi la question maintenant chez des patients qui sont très jeunes, très actifs, et on opère beaucoup à Toulouse des patients qui vont être, comment dire, solides, costauds, anciens rugbyman. Eh bien, la question, c'est la double mobilité pour ces patients. Je vous avais déjà fait ce topo sur double mobilité pour tous. Voilà, moi, si j'ai un rugby, j'ai opéré l'année dernière, vous en souvenez certainement, j'en avais parlé. Ce patient, 32 ans ou 3 ans, 1m90, 120 kg, rugbyman pro, ben, je lui mets une petite tige avec une prothèse double mobilité et il a des suites excellentes. Alors, quel est l'impact sur la hanche oubliée? Il faut se rendre compte qu'en fait, la barre est haute parce qu'on a quand même des scores qui sont de 75% de patients qui, à 5 ans, parlent de hanche oubliée. C'est le gold standard de l'évaluation aujourd'hui. Le Forgotten John Score, qui est ce score-là qui permet de mesurer ça, il est très exigeant et il va essayer de rechercher à quel point, non pas vous êtes amélioré, mais à quel point vous allez vraiment faire tout ce que vous voulez sans limitation. Et on se rend compte qu'en fait, 30% des patients ont complètement oublié leur hanche et que le sport est un élément qui est impactant, mais qui a un impact qui est relativement limité en tout cas. Alors moi, j'ai des recommandations qui sont très simples. Elles ne valent que pour moi, mais je pense quand même qu'il y a une tendance dans la littérature, je viens de vous le montrer, il y a une tendance de fond sur le fait qu'aujourd'hui, moi, et c'est ce que je fais, il n'y a aucune limitation d'activité. Tous les internes qui sont passés avec moi connaissent cette anecdote, parce que ça m'a suffisamment choqué il y a 6 mois. J'opère les patients et on a tous nos petites phrases habituelles. On déroule la consultation. Et je disais tout le temps, en fin de consultation, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, sauf sauter en parachute. Et il y a, je dis 6 mois parce qu'à force de le raconter, ça fait peut-être 1 an maintenant, un patient qui vient à 4 mois et qui devient rouge et qui est hyper gêné. Il me dit, désolé, je ne savais pas. Et le week-end d'avant, donc on est à 4 mois, 4 ou 5 mois. À 4 ou 5 mois, le patient, le week-end d'avant, il avait sauté en parachute. Et donc, en fait, à partir de là, je ne veux pas dire qu'il faut dire à tous ces patients de sauter en parachute, il ne faut pas dire à tous ces patients de faire n'importe quoi, mais il faut quand même se ramener à la physiologie et à ce qui se passe. Pendant les trois premières semaines, on est dans une période où les tissus ne sont pas encore cicatrisés. On a la capsule qui est ouverte, béante. On a des patients qui veulent reprendre du tonus musculaire. Donc, pour moi, cette période-là, 2 semaines, 3 semaines, c'est calme. Au bout de 6 semaines, moi, je les revois à ce moment-là, les patients, les tissus sont cicatrisés.
Et là, la prothèse est ostéo-intégrée. Donc, le risque de subsidence, d'enfoncement de tige, il est largement diminué. J'autorise à faire tous les sports de façon progressive. Et à 3 mois, je les autorise à faire tous les sports sans aucune limitation. Encore une fois, 2 chirurgiens, 2 attitudes. Vous verrez d'autres chirurgiens qui vont beaucoup calmer le jeu. Mais il y a quand même cette publication, et je ne l'ai pas retrouvée, je voulais vous la montrer, mais qui montre qu'il n'y a pas d'augmentation de risque à dire à un patient « faites tout ce que vous voulez » par rapport à quelqu'un qui donne des limitations. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'augmentation de risque, notamment de luxation, si on dit à un patient de faire exactement ce qu'il veut. Un petit mot sur la survie, parce que ça, c'est toujours en suspens. Il y avait ce papier de Matt Olivier là, à Marseille. Joli papier, dans le corps, c'était très bien. Et il y avait quoi? La conclusion, c'était de dire sport à fort impact égale facteur de risque de reprise. Et ça reste partout. Et ce papier, il était de très bonne qualité, mais il est pour 2012. Il était publié en 2012 sur des patients qui avaient été évalués, alors je n'ai plus les dates, mais avec 10 ans de recul. Donc, ça veut dire qu'on est dans des patients qui ont été opérés avant les années 2000. Aujourd'hui, la technologie a largement évolué. Je ne suis pas sûr que cette phrase, cette conclusion soit valable. Il y a des études qui sont en cours et on aura des preuves plus tard. Il n'en demeure pas moins que là, ce qu'étudiait Olivier, c'est de dire est-ce qu'il y a une usure de polyéthylène, est-ce qu'il y a des écèlements de tige. Or, ces éléments-là et la méthode de faillite des prothèses aujourd'hui, on en a quand même éradiqué pas mal, notamment les usures. Aujourd'hui, on a des polyéthylènes orthomariculés ou pour certains qui utilisent de la céramique. Moi, je n'en vois pas l'intérêt vu les polyéthylènes qu'on a, mais ça se peut discuter. Mais aujourd'hui, est-ce que cette étude est toujours valable? Je n'en suis pas certain. Alors, en pratique, moi, je mets le kiné dans cette prise en charge parce que je pense qu'il va pouvoir stimuler le patient en amont, qu'il va pouvoir expliquer au patient ce qu'il va pouvoir faire. Et moi, je crois beaucoup non plus aux 30 séances de kiné, pré ou post-op, ce que vous voulez, mais par contre à quelques séances de kiné bien choisies. Je travaille avec des kinés qui ont l'habitude de ça et qui vont être plutôt, comme j'appelle, un guide spirituel. Moi, je veux que le kiné, il dise au patient, allez vous échauffer avant de venir me voir. Donc, le patient, j'incite les patients qui ont un kiné chez eux, pas loin, de venir à pied chez le kiné, de faire leur rééducation, des trucs spécifiques, notamment du schéma de marche, parce que ça, c'est quelque chose qu'on a du mal à corriger tout seul, la rotation interne-externe, et ensuite de repartir en marchant chez le kiné. Moi, chez eux, pardon. Ce que je conseille aux patients, c'est de marcher une demi-heure le matin, une demi-heure l'après-midi, et petit à petit d'augmenter. À 15 jours, 3 semaines d'enlever les cannes, de reconduire, et à 1 mois et demi, de reprendre l'activité. Il faut se rendre compte que l'objectif, c'est de donner confiance au patient. Parce que plus vous lui donnez confiance, plus, au contraire de ce que vous pensez, il ne va pas prendre des risques. Plus il va essayer de repousser ses limites musculaires et ce qui va lui donner de la cooptation. Une hanche, c'est juste une boule dans une cupule. S'il n'y a pas de muscle, ça ne fonctionne pas, ça se luxe et on peut avoir des problèmes d'impaction, de contraintes ou d'impingement. Si vous voulez que votre patient aille bien, il faut qu'il soit rééduqué. Donc, mettez dans la boucle les médecins traitants, mettez dans la boucle des médecins du sport, mettez dans la boucle des kinés. Attention aux centres de rééducation qui, eux, par contre, vont se dire, tiens, notamment chez les patients jeunes, je vais leur éduquer comme le croisé et donc on va les faire travailler en force, ce qui n'est pas l'objectif parce qu'on va créer des tendinites. Et surtout, l'important, c'est mettez le patient dans la boucle. Parce que c'est parce que le patient est capable aujourd'hui de s'évaluer lui-même. Vous savez à quel point je crois à l'auto-évaluation et au Forgotten John Score et au score d'évaluation autonome. C'est parce que le patient aura conscience de son évolution qu'il sera à même de reprendre du sport. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est une réalité. Plus on fait du sport avant, mieux on va, meilleurs sont les résultats fonctionnels. Oui, il y a encore des résultats à amener sur l'ostéolyse, l'usure et la manière dont vont évoluer les prothèses. Par contre, il est clair qu'il n'y a que la préparation préopératoire qui va permettre d'améliorer cela. Voilà, j'ai essayé d'être concis. C'est très ouvert à discussion, donc si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Bien, merci, c'était vraiment très, très intéressant. Donc, le problème, c'est que je partage 98% de tout ce que tu as dit, mais quand même, j'ai quelques petites questions pour lancer le débat. Est-ce que tu ne penses pas qu'il y aurait un intérêt à la rééducation tardive plutôt que précoce? C'est-à-dire qu'effectivement, je pense qu'un kiné, pendant les 3 premiers mois, il n'apporte pas tellement au malade qui attend de cicatriser, de reprendre confiance, de marcher, que sa prothèse s'intègre.
Et alors, généralement, c'est la période pendant laquelle on prescrit la kinésithérapie. Par contre, à 6 mois, quand il a retrouvé une partie de ses fonctions et qu'il faudrait qu'il aille au-delà pour faire du sport, ça pourrait être intéressant. Donc, qu'est-ce que tu penses de cette proposition de kiné tardive? Et bien en fait, parce qu'en fait, on dit un peu la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, la question de la kiné précoce, parce que ce n'est pas de la kiné pour moi, c'est justement de l'auto-rééducation. Et je pense que si on est suffisamment bon ou que le kiné vient comme un conseiller et non pas comme un kinésithérapeute, c'est-à-dire je ne veux pas qu'il fasse des exercices, les patients. Je veux qu'à la limite, il soit un guide, comme on dit, spirituel pour apprendre à marcher. Et donc, cette phase-là, pour moi, elle n'est pas du tout de la mise en forme musculaire en concentrique. C'est-à-dire qu'ils doivent justement faire que du travail sans poids, que de la marche. Et au final, pourquoi j'en prescris quand même? Parce que je pense que ça les rassure, les patients. Être laissé dans la nature, ça, c'est un petit peu troublant pour ces patients-là. Donc, je leur prescris vraiment un but psychologique et de diminuer l'hématome, notamment périarticulaire, et l'œdème. Parce que s'ils n'y vont pas, par contre, j'ai un peu peur que certains vont rester chez eux à ne rien faire et j'ai peur qu'ils s'enraidissent. Et à l'inverse, il y a des patients qui ont besoin d'être un petit peu freinés et qui ont besoin de ces conseils-là. Alors, on les suit, on les a au téléphone, on les a par mail, mais je pense que ce kiné est le guide un petit peu proche. Après, pour la reprise à long terme, je ne sais pas si c'est à la sécurité sociale de payer ça, en fait. C'est-à-dire qu'étant donné qu'après, on parle de sport, je ne suis pas certain que ça soit le rôle d'un kiné, qui est un rééducateur par extension, mais ce n'est pas à lui d'amener au sport. C'est peut-être à lui d'amener à la condition physique pour faire du sport, mais je vois qu'il y a beaucoup de patients qui se font represcrire et qui, au final, je dis, mais qu'est-ce que vous faites chez kiné? Vous avez des mobilités à 110 degrés de flexion, mais je vais faire du sport. Et je ne suis pas sûr que… Voilà, mais c'est un débat. Hein. Tu as tout à fait raison. Tu as tout à fait raison. On peut tout à fait l'envisager comme ça, mais ça demande beaucoup de facteurs. Moi, mon patron disait qu'il ne faut rééduquer que les malades rééducables voulant se rééduquer chez un rééducateur sachant rééduquer, ce qui fait beaucoup moins de malades qu'on ne le croit. Et il faut aussi trouver le bon rééducateur. Il faut trouver un rééducateur qui a compris tout ce que tu as dit, qui ne fasse pas de la musculation, qui ne cherche pas à remettre quelqu'un au sport en le préparant à une activité sportive, et qui lui donne de bons conseils. Ce n'est pas si simple que ça. Mais c'est pour ça que je crois beaucoup au réseau de soins. C'est-à-dire qu'en fait, il faut avoir ses interlocuteurs et ce n'est pas aller contre les règles d'équivalent de tous nos… Parce qu'il y a la sécurité sociale aimerait qu'on s'adresse à n'importe qui, n'importe comment, que ça. Non, il y a des gens avec qui vous allez travailler, qui connaissent vos protocoles, qui ne vont pas dire n'importe quoi à vos patients. Parce que moi, j'ai des patients qui viennent me voir, je leur ai dit, faites tout ce que vous voulez. Le patient vient me voir, il me fait, je ne fais plus rien parce que le kiné a dit que j'allais me luxer. Et en fait, il y a des gens qui vont travailler contre vous. Et ça, c'est important d'avoir une idée sur ce qui va être dit à votre propre patient parce que vous étiez le seul au bloc opératoire. Et donc, il faut un rééducateur sachant rééduquer, c'est hyper important. Parce qu'effectivement, moi, on a trop de kinés où ils vont être mis à la suite les uns des autres avec la machine, là, l'électrique, machin, ça ne sert à rien. Et par contre, ça va être maintenu. Il vaut mieux un kiné. Moi, j'ai des gens avec qui ils me disent, moi, je vois qu'une fois par semaine tes patients pour les remettre un petit peu dans le droit chemin, si je vois qu'ils ne marchent pas très bien. Mais par contre, on est en ligne. Et ces kinés-là, je sais avec qui je travaille. Voilà. Elle est rassurée. J'ai aussi une question sur les scores, parce que tous ces scores, Haripy Score et Merle d'Aubigné, c'est des scores dont on est content que les gens n'aient pas mal et ne boitent pas et tout va bien, mais ça n'évalue pas la véritable activité sportive des patients. Est-ce qu'il existe un bon score pour l'évaluer et lequel? Alors, sur la hanche, il n'y a pas de score vraiment spécifique sur le sport après prothèse. En fait, le seul, c'est pour ça que j'utilise, c'est le Forgotten John Score, score de hanche oubliée, qui va évaluer la façon subjective l'évolution de la hanche. Le problème, c'est que tous les scores ensuite de sport, ils ont été faits pour la sport médecine. Et c'est des scores qui sont plutôt adressés pour les conflits fémoro-acétabulaires et qui, à mon avis, peuvent s'adresser à des patients très jeunes, mais le problème, c'est que du coup, ils vont se mettre un petit peu la pression. Et aux patients très vieux, ils vont se dire, mais je ne me reconnais pas du tout parce qu'on me dit qu'il faut que je sois capable d'aller faire des sauts périlleux arrière. Alors que, voilà. Et donc, j'exagère un peu le trait, mais il n'y a pas aujourd'hui de score spécifique. Donc, moi, j'utilise un panaché de scores. Quand je fais du suivi, j'utilise des scores historiques comme le Harris et d'autres, qui sont des scores qui ont vraiment des limites et des effets seuils majeurs. Et à côté de ça, je vais utiliser le Forgotten John Score qui, lui, va me donner de la sensibilité plus, comme le score, le SKV qu'on a décrit dans le service sur les simple évaluations qu'on est en train de développer éventuellement sur la hanche, qui est comment vous allez, à quel point vous êtes proche de ce que vous estimez comme votre meilleur résultat clinique. Voilà. Donc, on attend le RHS, c'est-à-dire le RENA Hip Score.
Je ne sais pas s'il sera pertinent, mais c'est vrai que sur le sport, il y a vraiment du travail à faire, effectivement. J'ai encore deux petites questions avant de donner la parole à tout le monde. La première question, c'est sur les tiges courtes. Tu nous as montré que bon, le resurfaçage était une option, mais qui est abandonnée de plus en plus parce qu'il y a des risques de métallose, de fracture du col. Tu nous as montré des prothèses standards, mais qui elles-mêmes dataient des années 2000, après les avoir critiquées. Mais nous ferons bientôt une conférence sur l'intérêt des tiges courtes, qui, à mon avis, apporte beaucoup dans ce cadre sportif, puisqu'on va pouvoir faire des voies plus petites, conserver mieux le capital osseux et musculaire, préparer une éventuelle reprise. Et ces tiges courtes sont vraiment un apport pour moi. Et on va aussi pouvoir mieux calculer l'offset et l'anatomie du patient. Et pour ces prothèses, à mon avis, rapprochent beaucoup plus les gens du sport, les tiges courtes. Alors, je pense qu'il y a deux effets à ça. Bon, l'omnicase, c'était un petit clin d'œil. Mais sur les tiges courtes, je pense que, en fait, la tige a changé quelque chose, effectivement, mais c'est surtout la méthode et la manière d'opérer. Parce que quand on regarde les publications américaines, il y a des scores il y a des études qui rapportent les thigh pain, les douleurs de cuisse, jusqu'à 30% dans certaines séries. Or, moi, je n'ai jamais vu ça. Et je pense que c'est lié quand même à la technique opératoire. Donc, la tige, en fait, améliore l'anatomie, la géométrie, mais aussi parce qu'on va être moins agressif sur les tissus environnants. Et donc, on ne va pas avoir ces mêmes impacts. Enfin, je ne suis pas du tout d'accord avec toi, parce que si tu regardes les publications dont mon nom est souvent en troisième, mais c'est quand même l'ensemble des malades pour lesquels on a comparé des voies antérieures et postérieures, ce sont tous mes malades, et ils datent des années 98, 99, 2000. Et donc déjà à cette époque, on faisait des petites voies d'abord, on conservait les muscles. Et la différence de chirurgie, elle n'est pas très grande, c'est surtout cet apport de tige courte qui permet de mieux faire tout ça. Mais je pense vraiment que la tige courte, elle apporte dans la morphologie beaucoup plus de choses qu'une tige standard telle qu'elle se pose. Et après, je ne t'embête pas plus longtemps, mais c'est le couple dur-dur. Pendant longtemps, on a pensé qu'un sportif, comme il allait user sa prothèse plus qu'un autre, sans preuve d'ailleurs, comme tu l'as dit, on allait lui mettre plutôt des couples dur-dur. Et en fait, on se rend compte que chez le sportif, il y aurait plus de fractures de céramique liées à l'impact et à la moindre erreur d'orientation par un contact avec le col. Et donc, il me semble que le couple dur-dur céramique est peut-être à éviter chez le sportif. Qu'est-ce que tu en penses? Bon, moi, je suis complètement d'accord avec vous. On est en ligne là-dessus. Et il est clair qu'il y a énormément, poussé certainement par les industriels, il a été dit que jeune égale céramique. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec vous, avec eux, avec ça, pardon, comme vous dites, parce que je pense que c'est les patients chez qui il faut prendre le moins de risques, parce qu'on veut leur laisser leur prothèse 60 ans. Donc, à mon avis, aujourd'hui qu'on a résolu le problème des polyéthylènes qui étaient fragiles, aujourd'hui, il n'y a plus de débat pour moi. Et ce qu'on voit dans les registres, c'est justement qu'on a, et vous savez bien, on a déjà discuté ensemble, les survies, en fait, s'effondrent parce que justement, il y a trop d'aléas. Et en fait, cet aléa, alors que le couple frottement est censé être extraordinaire, eh bien, cette survie s'effondre à cause justement de cet aléa lié à l'implant lui-même, ce qui est aberrant, puisqu'au final, d'abord ne pas nuire, quoi. Et là, on est en train de rajouter de la surmorbidité. Et ça ne supporte pas le moindre corps étranger. Et on termine avec la double mobilité. Alors là, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi. Je ne suis pas du tout pour la double mobilité pour tous. Je suis pour la double mobilité pour tous les patients qui ont un risque de luxation. Donc ça dépend aussi des sports, peut-être l'escalade. Pour ceux qui ont un surpoids, pas forcément un indice de masse corporelle trop élevé, mais un poids fort. C'est-à-dire, c'est sûr que quelqu'un qui fait 100, 110 kilos avec une grande morphologie, même s'il a un indice de masse corporelle normal, il peut relever d'une double mobilité. Mais quand même, ce n'est pas un polyéthylène réticulé. Il y a un double conflit. Et il me semble que pour tous les patients d'un morphotype normal, une simple mobilité, mais avec la tête en céramique de plus gros diamètre possible, 36, apporte à la fois la sécurité sur la luxation, mais aussi, à mon avis, ça se voit une plus grande longévité. Parce qu'aujourd'hui, 20 ans on est content parce que les doubles mobilités ont une survie correcte à 16 ans. Mais 16 ans, c'est le minimum. Aujourd'hui, une prothèse, elle doit durer 30 ans et encore, ça n'a rien d'extraordinaire. Moi, j'en suis des malades que j'ai opérés il y a 20-25 ans et qui vont très bien. Et alors, je suis d'accord. Et ça, en fait, ça illustre ce que je dis, ça illustre en fait, comment dire, un problème philosophique que j'ai. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on mettait des prothèses de mobilité à des patients âgés. Et en fait, j'ai été embêté avec des patients plus jeunes, mais corpulents, qui avaient une exigence sportive très importante. Et j'avais cette angoisse justement de la luxation. Et je me rends compte que petit à petit, en fait, je rapproche ces deux groupes petit à petit. Et je ne sais pas
encore effectivement où sont les seuils. Par contre, là où je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est que si j'ai opéré une patiente très âgée, menue et qui n'est pas en surpoids, j'utilise une simple mobilité. Deuxième élément là-dessus, et pour rajouter, c'est qu'une patiente qui va être justement fine et qui va avoir un quotile de 48 ou 50, si je rajoute une double mobilité, au final, c'est aberrant parce que je vais avoir justement des risques de contraintes périphériques et je ne vais pas gagner en taille. Il vaut mieux peut-être lui mettre justement un 36 à elle et avoir le même gain dans jump distance qu'une double mobilité et pas prendre effectivement ce risque du je ne sais pas comment vont voler les doubles mobilités et avec ces risques de bord, quoi, en fait. Dans le service, on a un article sur la double mobilité et l'obésité qui était la suite d'un des HIP de 2014 où on est content parce qu'on a ramené le taux de luxation chez l'obèse grâce à la double mobilité au même taux de luxation qu'à la simple mobilité chez le non-obèse. Donc, ça veut dire que chez le non-obèse, on peut sans problème lui mettre une prothèse dont on espère que la longévité sera un peu meilleure. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des indications de mobilité. C'est le mot double mobilité pour tout le monde qui me gêne. Je pense qu'il faut garder des indications encore. Bon, moi, j'ai terminé avec toutes mes remarques. Maintenant, c'est à vous. Donc, pour poser des questions, il suffit d'ouvrir votre micro et on vous donne la parole. Allez-y, lancez-vous. Quand il y en a un qui se lance, les autres suivent. La prochaine fois, je vais faire la technique dont je vous ai parlé, c'est-à-dire vous allez tous préparer une question et puis j'en prendrai au hasard et je demanderai quelle est votre question. Monsieur Bonnel, je vous remercie d'être venu. Vous êtes un fidèle et j'y suis très sensible. Vous avez des questions à nous poser? Non. Personne n'a d'autres questions? Tout a été dit d'après vous? C'est important ça parce que vous êtes d'une génération où il va falloir intégrer cette notion de sport pendant toute votre carrière. Tandis que moi, quand j'ai commencé, le sport n'était pas la question. Oui, là, C'était en plus, c'est les la patients qui longévité. le On demandent. parlait de longévité et de problèmes lors de la reprise, mais on ne parlait pas de sport. Bon, écoute, tu n'as pas des questions à te poser? Je suis assez content de ce que j'ai dit. Eh bien, nous allons... Ah, J'ai la question, c'est le problème de technique. Dans toutes ces publications, je vois mal les études préliminaires de la capacité des muscles et de la qualité des muscles en préopératoire. Et ça me manque beaucoup parce qu'avec mon équipe et puis avec Assis, on a fait une thèse sur les muscles de la hanche. Or, il me manque tout sur les muscles de la hanche avant et après. C'est-à-dire que de quoi on part et où on arrive. Question. Alors, Nicolas va répondre, mais j'ai aussi une réponse à donner sur ce sujet. non, mais moi, j'ai une réponse qui est de littérature et de ce que j'en connais. C'est-à-dire que ce qui, au final, c'est le grand oublié de ça. Et je pense que c'est l'essor de la médecine du sport qui va répondre à ça. Parce que nous, on y travaille justement avec l'équipe de médecine du sport sur, à partir du moment où on opère un patient jeune, on a discuté justement de protocoles de suivi pré- et post-opératoire sur le plan purement capacitaire et musculaire. Mais aujourd'hui, il n'y a aucun travail. Parce qu'en fait aussi, je ne jette pas la pierre à la littérature, le prothèse de hanche et patient jeune, c'était un tabou jusqu'à il n'y a pas longtemps. Et donc, en fait, c'est souvent, on le mettait dans des contextes de pathologies complexes, graves, avec comment dire, des arthroses précoces ou des nécroses, et au final, qui n'étaient pas le patient sportif standard. C'est peut-être un élément de réponse. Mais je n'ai pas effectivement de vraie réponse là-dessus. Moi, j'ai une autre réponse pour vous, Monsieur Bonnel. C'est à une époque que je me suis intéressé au conflit, pas au conflit, aux douleurs du psoas, parce que la voie d'abord médiale était un moyen de les régler. Et j'ai trouvé des études qui montraient qu'en préopératoire, le muscle psoas à l'IRM avait chez quelqu'un qui avait une arthrose unilatérale depuis plus d'un an, avait une perte de volume de l'ordre de 60%. Le psoas était moins volumineux de 60% par rapport à celui de l'autre côté. Et puis, après mise en place de la prothèse, ils ont pris des sujets qui allaient bien, qui avaient de bons résultats. Revus à 2 ans, ils n'avaient récupéré que 20% du volume perdu. C'est-à-dire qu'une fois que la fonte musculaire est commencée, c'est très difficile de la récupérer. Et c'est un argument pour ne pas opérer trop tard un patient, ne pas le faire attendre 2-3 ans de plus, alors que ça ne change rien à la longévité de la prothèse. Un malade sportif qui est gêné et qui ne peut plus faire ses activités et qui est à un stade de prothèse, il faut l'opérer assez rapidement, semble-t-il, pour qu'il conserve cette qualité musculaire. Très bien. Non, mais
Je suis d'accord, mais tout l'IRM, on peut la gérer, on peut avoir tous les muscles, la volume, la PCSA. Enfin, actuellement, on a tous les moyens techniques, objectifs de comparer avant et après. Et voilà, bon, parce que la mini-incision, tout à fait d'accord. Voilà, bon, enfin, c'est une réflexion, mais après, il y en a d'autres. Voilà, mais c'est bien, continue. D'autres questions? Vous ouvrez le micro. Bon. Moi, j'avais une question non, déjà, j'avais une précision. Vous avez pour tous ceux qui sont encore internes, il y a celui qui est responsable de ce cours sur la plateforme des internes, parce que vous savez que je m'occupe de la plateforme nationale, et Xavier Fletcher a fait une très jolie présentation sur sport et prothèse. Donc, je vous engage à la voir, et tous les autres cours aussi d'ailleurs, parce que M. Chiron en a fait beaucoup, et on en a fait pas mal dans le service, en hanche, en genou et en épaule. Et la planche sur le sujet est faite par Xavier Fletcher. J'avais une question à Arthur, parce que peut-être qu'il doit savoir ça maintenant qu'il est chez les il ouvre son micro. Arthur, super. C'est une contre-indication pour être sur le terrain. De quoi, la prothèse? Ouais. Ouais, en gros, ils ont on va dire un arrêt de travail ou incapacité à travailler. Parce qu'on n'a rien compris à la question. Quelle est la question exacte? Est-ce que la prothèse totale de hanche est une interdiction à être sur le terrain lorsqu'on est chez les militaires? C'est ça, parce que Arthur travaille chez… Ouais, alors on ne le savait pas ça. Il était chez les militaires. Donc chez les militaires, il y a l'adaptation du poste du travail qui se fait vraiment au cas par cas, avec des classifications en fonction de tout, psychologique, membre supérieur, membre inférieur. Et en gros, pour nous, ce qui nous concerne, l'orthopédie et la traumatologie, ça concerne surtout la traumatologie. Quand ils ont du matériel qui peut être retiré, il doit être retiré pour qu'ils aient les autorisations à pratiquer sur le terrain. Mais s'ils le conservent, ils vont être incapables dans certains postes, mais pas dans tous les postes. Ils peuvent être reclassés, entre guillemets. Et ensuite, tout ce qui est prothèse, arthroplastie, ça c'est définitif, il n'y a pas de retrait. Donc d'office, ça contre-indique certaines activités professionnelles des militaires. Oui, c'est lié aussi à leur caisse. C'est parce que les militaires ne sont pas à la sécurité sociale, ils sont à une caisse des militaires. On les a engagés avec a priori aucune anomalie physique. Et s'il y a des indemnisations, c'est la caisse militaire qui paie. Donc, ils protègent énormément dès qu'il y a une pathologie. Ils se protègent de toute complication et de tout coût supplémentaire lié à la moindre complication. Il faut imaginer aussi que sur le terrain, il n'y a pas le matériel pour pouvoir prendre en charge secondairement un patient qui aurait fracturé sur du matériel. Donc, il faut qu'autant que possible, il n'y ait rien dans le corps pour qu'on puisse le synthéser temporairement avec des fixateurs ou ce genre de choses et qu'on n'ait pas à retirer du matériel. Jusqu'au jour, ça va être l'inverse. On va nous demander de faire des bio-soldats. On va devoir leur implanter des prothèses pour qu'ils soient encore plus performants. Et ça, c'est peut-être pour bientôt. Pour bientôt. Ça peut être un exosquelette, mais pas forcément exo. Ça peut être un endosquelette. Il y a des publications déjà sur le sujet. D'autres questions? On termine avec le super soldat. Bon, eh bien, on vous dit à tous au revoir et merci pour cette belle présentation. Donc, je vais la mettre en ligne. Le film sera mis en ligne avec le reste des vidéos. Et les vidéos que vous n'avez pas vues, je vous conseille de les voir, parce que c'est de l'enseignement. Et l'ensemble des desks de Toulouse, au moins, devraient y participer. Or, vous êtes 27, ce qui est déjà… Il y a la salle de staff. Peut-être qu'ils sont plus nombreux dans la salle de staff. Oui, mais on y a mis une caméra dans la salle de staff et ils ne sont pas si nombreux que ça. Bon, et je rappelle que les desks membres supérieurs devraient écouter les communications membres inférieurs, d'autant plus parce qu'ils n'y sont pas formés tous les jours, et inversement, parce que le jour de l'examen des desks, eh bien, on vous pose des questions membres supérieurs, membres inférieurs. Et toutes ces conférences pourraient vous aider à avoir une culture générale. Sur ces grandes phrases, je vais clore cette réunion et je vous souhaite une bonne soirée à tous. Bonsoir.